Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, une position de l'armée attaquée ce mercredi dans le nord du Burkina Faso. Cette attaque qui a fait 5 victimes relance la question de la situation sécuritaire dans les régions frontalières avec le Mali. L'urbanisation s'accélère en Guinée équatoriale. La population citadine était estimée à 156 000 en 2015. Une évolution qui oblige les autorités à repenser les grands projets urbains. Et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a inauguré cette semaine le musée Gamal Abdel Nasser, un musée qui retrace la vie du leader, mais aussi une importante tranche de l'histoire de l'Égypte. Mais tout d'abord, la 3e édition du Rebranding Africa Forum se poursuit ce vendredi à Bruxelles, en Belgique. Pour rappel, l'événement est placé cette année sous le thème de l'industrialisation de l'Afrique. Et après le Sénégal en 2015, c'est le Burkina Faso qui est cette fois l'invité d'honneur. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré a d'ailleurs rencontré Bintou Diallo, présidente de l'agence burkinabé de promotion des investissements. Je me trouve en compagnie de Bintou Diallo, directrice générale de l'agence de promotion des investissements du Burkina Faso. Vous participez au Rebranding Africa Forum. Le Burkina Faso est mis à l'honneur cette année. Quels bénéfices peut en tirer votre pays ? Mais tous les bénéfices pour un pays qui sort d'une situation difficile, qui se reconstruit. Burkina is back, comme vous entendez depuis hier. Et donc nous espérons simplement que les investisseurs au niveau de l'Union européenne nous accompagneront dans notre renaissance, on va dire. Et vous avez le sentiment qu'il y a une dynamique justement d'accompagnement du Burkina Faso ou un entrain particulier vis-à-vis du Burkina Faso ? Absolument. Je pense qu'en ce moment, nous jouissons quand même d'une bonne réputation. L'histoire a fait que le Burkina, les gens ont repris confiance dans le Burkina Faso et puis nous avançons. Lorsqu'on promeut le Burkina Faso, qu'est-ce qu'on met en avant ? On met en avant l'image d'un pays stable, l'image d'un pays qui sort d'une situation difficile, qui a su surmonter ces épreuves-là, qui se reconstruit, qui a fait des élections démocratiques transparentes, approuvées par tous. Voilà, donc c'est l'image en tout cas d'un pays fortifié. Est-ce que vous avez le sentiment que le climat des affaires actuel est donc favorable aux investissements ? Le climat est favorable parce que, en fait, je ne dirais pas on recommence à zéro. On continue et nous avons fortement amélioré le climat des affaires. Et avec le nouveau programme national de développement économique et social, nous allons mettre en place de nouvelles mesures incitatives pour encourager les gens à venir investir au Burkina Faso. Un programme qui s'étend de 2016 à 2020. Et pour terminer, dites-nous, le Burkina Faso, où est-ce qu'il faut investir pour en tirer bénéfice ? Dans quel domaine ? 5 secteurs prioritaires. L'agriculture et l'agrobusiness, les mines énergie, les infrastructures et les transports, santé et éducation et tourisme hôtellerie. Ce sont nos 5 secteurs prioritaires. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont les 5 prioritaires pour le gouvernement pour l'instant. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc Bintou Diallo, la directrice générale de l'agence de promotion des investissements du Burkina Faso, dans le cadre du Rebranding Africa Forum, édition 2016. Merci, Angèle. Au Burkina Faso, une position de l'armée a été attaquée ce mercredi 12 octobre dans l'extrême nord du pays. Selon l'état-major, l'assaut a fait 5 morts. Ce type d'attaque est récurrent dans cette région frontalière avec le Mali de par l'infiltration de commandos terroristes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso de nouveau frappé par une attaque au nord du pays. C'est dans la nuit du 11 au 12 octobre que 6 personnes ont perdu la vie suite à une attaque dirigée contre un poste de police tenu par l'armée régulière burkinabé dans le village de Ntangom. Si de sources sécuritaires, l'on affirme que le calme est de retour à Ntangom. Pour de nombreux spécialistes des questions sécuritaires, il n'en demeure pas moins vrai que sur le plan des bonnes pratiques, le renseignement est de loin le plus efficace pour freiner le phénomène. Il ne s'agit pas seulement de contrer, si vous voulez, cette menace uniquement sur le volet sécuritaire. Il y a aussi d'autres types d'éléments qu'il faut mettre en branle, notamment le renseignement, parce que vous imaginez que ces terroristes, pour pouvoir s'infiltrer dans une bande comme la bande sahélo-saharienne, qui est un espace qui est difficile et très hostile, et qui n'est pas permis à tout le monde de pouvoir y habiter, bénéficient forcément, si vous voulez, de la connexion avec, ou de la complicité, on va le dire comme ça, avec des populations locales. En mai et septembre 2016, des attaques similaires avaient été respectivement perpétrées dans le sud-ouest du pays, à Koutougou dans l'extrême nord et dans l'Oudalan, province frontalière avec le Mali et le Niger. Le bilan depuis 2015 fait état d'une dizaine d'attaques et autant de pertes en vie humaine.
Malgré la barbarie qui les caractérise, jamais leurs auteurs n'ont pu être interpellés. De quoi admettre pour certains que les défis qui attendent les autorités sont énormes si l'on veut reprendre le contrôle de la sécurité dans cette partie du pays. En la matière, aucune possibilité n'est exclue. Je sais que les autorités burkinabées sont en train de réfléchir sur la question en pensant, par exemple, faire intervenir ou essayer de ramener, on va dire, à la maison les bataillons qui ont certainement acquis de l'expérience dans les opérations de maintien de la paix ou de soutien de la paix, pour pouvoir aussi apporter leur expérience dans la lutte contre ce phénomène-là. Ça peut être une piste assez intéressante. Au mois de janvier 2016, c'est Ouagadougou, la capitale, qui a subi une attaque terroriste tuant une trentaine de personnes. De l'avis d'observateurs, ces attaques interviennent et se multiplient au moment où la chute du régime de l'ancien président Blaise Compaoré en 2014 a laissé un vaste vide sécuritaire, notamment dans le domaine des renseignements dans le pays. Désormais, toutes les initiatives devront tendre à combiner les moyens et les efforts en vue de lutter contre ce terrorisme d'une autre facette. En Algérie, les syndicats autonomes de l'éducation, de la santé et d'autres secteurs ont lancé un appel à la grève pour les 17 et 18 octobre prochains. Ils entendent protester contre la loi des finances 2017 qui, selon eux, devrait diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs, mais également contre l'annulation de la retraite anticipée. En cas de non-satisfaction des revendications, la grève sera renouvelée les 24 et 25 octobre. Le processus d'urbanisation s'accélère en Afrique et la Guinée équatoriale ne fait pas exception. La population a doublé en 30 ans et le nombre de citadins est passé de 60 000 en 1994 à 156 000 en 2015. Une évolution qui oblige les autorités à repenser les grands projets urbains et les activités qui y sont liées. Habib Faye. L'Afrique est entrée pleinement dans la révolution urbaine. Ce processus conduira la majorité des Africains à vivre dans un environnement urbain à l'horizon 2020. En Guinée équatoriale, le processus d'urbanisation s'est véritablement renforcé au cours des dernières années. La population a doublé en 30 ans et le nombre de citadins est passé de 60 000 en 1994 à 150 000 en 2015. Après l'indépendance du pays en 1968, la volonté d'emprunter au plus vite le chemin de la modernité a conduit les nouveaux dirigeants à adopter des projets urbains modernes. Ce patrimoine est un héritage très important parce qu'il témoigne de ce que le fondement d'une ville dépasse son histoire, sa civilisation et les différentes étapes qu'elle a pu traverser. Le patrimoine architectural sert aussi de base aux étudiants qui ont pour ambition d'apprendre l'ingénierie civile ou l'architecture. Le projet le mieux abouti en Guinée équatoriale est sans aucun doute la construction de la ville de Djibouti, une ville située au centre de la Guinée équatoriale, construite sur le modèle de Brasilia, la cité futuriste brésilienne fondée en 1960. Cette nouvelle capitale au cœur du pays a pour but de mieux répartir les richesses. Le gouvernement a annoncé que cette ville accueillera la majorité des institutions et activités commerciales du pays. L'étude de la taille de la population s'est basée sur différentes estimations qui vont de 65 000 habitants jusqu'à 360 000 habitants. Cet ambitieux projet constitue un vrai défi pour l'ingénierie civile moderne. Il prévoit l'exécution de 140 km de réseaux routiers secondaires et tertiaires, 127 carrefours, 7 échangeurs, 108 ouvrages hydrauliques, 220 km de réseaux d'eau potable, 10 châteaux d'eau, une station d'eau potable avec une capacité de 3000 m3 d'eau par jour et 180 km de récollection d'eau. Il faut à la Guinée équatoriale près de 50 000 logements par an, dont plus de 60% pour loger les citadins. Des réglementations assurant une planification efficace permettront aux villes de faire face à la croissance des établissements informels, ce qui fournira un cadre important à la croissance économique et au développement urbain du pays. Dans l'actualité également, la compagnie aérienne Kenya Airways face à un mouvement social. Les pilotes ont émis ce jeudi un préavis de grève de 7 jours à compter du 18 octobre. Ils réclament la démission du directeur général Bouvi Gunze et du président Denis Yaori en raison de leur incapacité à redresser la compagnie après 4 années consécutives de pertes. Du côté de la direction, on estime que les prochains résultats semestriels devraient montrer une diminution de ces pertes et une hausse du trafic. Un musée à l'honneur de Gamal Abdel Nasser à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de la mort de l'ancien président égyptien. Sa petite villa située au Caire, la capitale, a ouvert ses portes au public. Le musée retrace la vie du leader, mais aussi une importante tranche de l'histoire de l'Égypte. Habib Faye.
En Égypte, la maison de Gamal Abdel Nasser Hussein devient un musée qui porte désormais son nom. Transformée d'abord en bureau pour les employés de la présidence, jusqu'en 2008, la villa de 2 étages de l'ancien président égyptien, située à Héliopolis au Caire, a ouvert ses portes au public à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de sa mort. Objectif: relater la vie de Nasser, ses luttes, les événements historiques importants au cours de sa présidence, une partie importante de l'histoire contemporaine de l'Égypte. Immédiatement après le décès du leader en 1970, la nation égyptienne a exigé un musée en son honneur. Donc le meilleur endroit, c'était la maison où il vivait. Nous y sommes en ce moment. Nasser a vécu ici de 1952 jusqu'au jour de son décès en 1970. Mais le reste de sa famille est resté dans la maison, y compris sa défunte femme Taya Kazem, qui a vécu jusqu'en 1992. C'est pourquoi cette maison n'a pas été transformée en musée. Considérée comme une icône par l'Égypte et les pays de la région, la maison de ce leader arabe, Gamal Abdel Nasser, devenue musée, est divisée en 3 chambres, dont l'une contient ses effets personnels. Bien sûr que la valeur d'une maison se reconnaît par les personnes qui y vivent et travaillent. En outre, le défunt leader Gamal Abdel Nasser était une personne importante d'une grande valeur pour la nation égyptienne et tout le monde le sait. Les gens attendaient patiemment que ce musée soit érigé. Maintenant, il est considéré comme un musée national. L'ancienne maison du lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte de 1956 jusqu'à sa mort en 1970, a été transformée en musée grâce aux travaux entamés depuis 2010 par le secteur des beaux-arts du ministère égyptien de la Culture. En rappel, ce musée est le seul et premier du genre dans le pays des pharaons, dédié à un président. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.